temps. Est-ce que vous regardez Rokhaya Diallo? Vous la voyez de temps en temps à la télévision? Alors bon, son histoire est formidable. Vous la regardez ou pas? Oui, je la regarde. Non, mais si vous la regardez pas, vous me dites pas, je la regarde pas, je ne pas vexé. Oui, non, je suis pas du tout Mais votre susceptible. parcours est formidable, Rokhaya. Merci. Moi, je vous admire parce que Merci j'admire les beaucoup. militants comme vous. Alors, vous êtes né de parents sénégalais et gambiens. Vous aviez un papa qui est mécanicien, une mère prof de couture. Et puis, vous faites des études brillantes. Vous avez le droit, du marketing. Vous entrez chez IBM. Ça vous tente pas beaucoup. Au bout d'un moment, l'âme de militante ressort, hein, parce que vous êtes à Mixité, vous êtes au mouvement Attaque. C'est en vous, ce militantisme? Oui, je crois que j'ai été toujours sensible. Je me souviens, aussi loin que je me souviens, j'ai toujours été assez sensible aux injustices. Et c'est vrai que ce qui m'a interpellée en premier lieu, c'est la différence de traitement entre les hommes et les femmes. Quand j'étais petite, je négociais les tours de vaisselle avec mon petit frère chez mes parents. Donc c'est quelque chose auquel j'étais assez sensible. Et depuis très très longtemps, depuis très jeune. Mais vous avez été privilégié quand même dans votre enfance pour faire ces études. Mes parents sont ouvriers. Je suis vraiment issue de classe sociale modeste. J'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris. J'ai vécu en cité à la Courneuve. Donc mes parents n'avaient absolument pas d'argent. Mais quand même la conviction forte du fait que le fait de faire des études était important. Et j'ai effectivement bénéficié du fait que j'avais plutôt des facilités dans les études et j'ai pu aller assez loin. Mais c'est pas quelque chose de... Je considère que je suis une aberration sociologique par rapport à mes autres camarades de la Courneuve. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? C'est une aberration sociologique, Rokhaya? Non, elle est très brillante. Merci. Bon, alors, on peut vous entendre régulièrement chez Fogiel, on refait le monde, RTL. Sur LCP, moi, je vous ai vu régulièrement dans Ego, mais pas trop. L'émission continue, mais maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui la présente, parce que vous avez d'autres activités sur cette chaîne. Alors, si vous voulez, juste, on va regarder la petite bande-annonce de ce magazine que vous avez longtemps présenté, puis on va parler du documentaire que vous terminez pour France O. On regarde. Enquête sur le terrain de la diversité pour voir et comprendre où en est vraiment la France. Rokhaya Diallo traque les blocages et montre les avancées. Les enfants d'ouvriers et d'employés ont 2 fois moins de chances de réussir que les enfants de cadres supérieurs. J'ai un intérêt particulier pour la politique, mais c'est surtout cette nécessité de vouloir changer les choses qui m'intéressent. Maintenant, il a mis au niveau du mur. On s'adapte à notre environnement, c'est ça le truc. Alors, vous préparez un documentaire le 3 décembre. On verra ça sur France O. Absolument. Alors, vous appelez ça les marches de la liberté. Les marches de la liberté. C'est un anniversaire que vous célébrez là, non? 2 anniversaires, en fait, parce que 28 août 2013, on a célébré les 50 ans de la marche de Martin Luther King. Et le 3 décembre 2013, on va fêter les 30 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme, qui a été rebaptisée Marche des Beurs en 83. Et en fait, l'idée du documentaire, c'est d'observer la France 30 ans après la marche, mais par le regard d'Américains. Donc, j'ai suivi des Américains qui découvraient la France et qui n'en connaissaient rien à part la Tour Eiffel et les macarons. Vous les avez emmenés partout, ces Américains. Ils sont allés à l'Élysée. Oui, Madame Trierweiler les a reçus. Ils ont été reçus par Madame Trierweiler, par Christiane Taubira. Ils sont allés au Sénat, ils ont été reçus par Barry Zachiari, la vice-présidente du Sénat. Mais ils sont aussi allés à Clichy-sous-Bois. Donc ils ont découvert qu'il y avait eu des révoltes, des émeutes et qu'on était exposé aux mêmes violences policières qu'aux États-Unis. Ils sont allés à Cergy. Ils ont rencontré des gens, en fait, des jeunes de quartiers populaires et de banlieue, et ils ont été très très étonnés ils ont été à la commémoration de l'abolition de l'esclavage avec François Hollande au Jardin du Luxembourg. Donc ils ont découvert qu'on avait aussi une histoire d'esclavage très très forte. Les portes sourds avec vous, hein. Vous en connaissez du monde. Hein. Alors bon, ça c'est bien. Et puis il y a un autre documentaire que vous préparez, et ça c'est intéressant. Et puis vous qui travaillez beaucoup sur le net, peut-être votre avis, la haine sur Internet. Absolument. Parce que vous-même vous avez été victime d'injures sur Internet. Plus que d'injures, en fait, j'ai généralement, je me fais souvent, comme je suis sur des thématiques, j'interviens sur les thématiques relativement sensibles, je suis souvent exposée à des injures et des gens très énervés sur Twitter. Je tweete beaucoup. Et en fait, non, là, j'ai quelqu'un qui a appelé carrément à mon viol, en fait. Il a appelé appel au viol sur Internet. Et j'ai porté plainte. En fait, la personne a été retrouvée. Il y aura une audience au mois de décembre. Ah, vous avez retrouvé la personne? C'est pas moi qui l'ai retrouvée, c'est la police française. Parce donc. que Twitter a refusé de donner son nom. Et donc, ce sont les moyens de la République qui ont été mis à... les dangers du net, docteur. Voilà. Et donc, je fais un documentaire sur la haine sur Internet parce qu'il y a beaucoup de haine. Alors, on peut dire que le climat, en ce moment, il est quand même très, très dur. Ce phénomène du racisme, il y a les problèmes d'immigration, on en a parlé, on a vu ce qui s'est passé ces derniers jours. Les Roms, et puis les insultes sur Madame Taubira. Comment? C'est inouï ce qui se passe, non? Moi, je suis atterrée dans la même semaine. Elle a été qualifiée de singe, d'orang-outan, de guenon. Des enfants lui ont tendu des pots de banane.
On a vu un prêtre crier dans une manifestation, il y a bon Banania, il n'y a pas bon Taubira, dans la même semaine. C'est incroyable. Votre sentiment là-dessus, docteur? C'est inqualifiable. Ouais. Mais il faut que les gens sachent que sur Internet, ils ne sont pas anonymes, que si on veut les chercher, on les trouve. Ouais. C'est vrai que ces phrases écrites sans possibilité de réaction et anonymes, c'est suffocant. C'est suffocant. Alors, Anne Beaugrand a choisi pour vous un extrait tout à fait intéressant. C'est la difficile rentrée scolaire des élèves noirs dans les États du Sud, aux États-Unis. Nous sommes en 1957 et c'est en fait un sujet qui montre le chemin parcouru depuis jusqu'à Obama. Oui. On regarde et on commente ensuite. Aux États-Unis, la rentrée scolaire, du moins dans l'Arkansas, s'est faite à l'ombre des fusils. Refusant d'appliquer la loi fédérale, le gouverneur Phobus avait fait interdire l'entrée des écoles et des lycées aux élèves noirs. Et les élèves noirs ont été insultés. Ils ont été conspués par les élèves blancs qui ont refusé d'admettre ce qu'ils appellent la promiscuité. Dans les États du Sud, la permanence des préjugés de race risque de mettre en échec la politique d'intégration décidée par Washington et voulue par le président Eisenhower. Chemin parcouru, c'est incroyable. Ouais, c'était à Little Rock, à Central High en 57. Et en fait, c'est incroyable parce que on se dit qu'en 55 ans, les États-Unis ont parcouru davantage de chemin que nous. Quand Obama est né, les Noirs américains n'avaient même pas le droit de voter. Et les mariages mixtes ont été imposés par la Cour suprême en 67. Donc c'est incroyable de voir le chemin qui a été parcouru et de se rendre compte aussi qu'en France, en miroir, on n'est pas prêt d'avoir un Obama à la tête. Soyez pas pessimiste, avec votre combat, ça devrait arriver. Vous connaissez Grishka Bogdanov? Oui, vous allez me dire qui ne le connaît pas, Grishka, franchement. Et réciproquement. Pour être médiatisé, vous l'êtes, vous. Et vous mais c'est parce qu'on est deux, surtout. Oui, vous êtes deux. Oui, mais je ne peux pas en prendre deux, j'ai pas la place aujourd'hui. Si votre frère était là, si Igor était là, j'aurais pas pu inviter Roca. Dites donc, comment parler du racisme aux enfants? Ça, c'est une formidable idée, parce que si on prend ce combat dès l'école, peut-être qu'enfin, les choses iront mieux sur notre planète, non? C'est important de parler aux enfants, parce que ce sont eux qui seront les adultes de demain, et travailler avec eux sur le racisme, ça donne effectivement beaucoup d'espoir pour l'avenir. Alors bon, vous avez de multiples combats. Tout à l'heure, on parlait de Madame Taubira, mais il y a le même phénomène en Italie. Il y a la ministre italienne de l'italienne qui s'est fait traiter de tous les noms. Elle s'est fait traiter d'orang-outan. On lui a lancé des bananes également. C'est marrant parce que les racistes d'un pays à l'autre ont exactement les mêmes stratégies. Ça fait un peu peur quand même de se dire que sur un continent comme l'Europe, on peut pas être ministre noir sans être exposé à des clichés que moi je croyais disparus. J'imaginais pas quelqu'un de ma génération en fait. Faites de la politique. Faites de la politique. On va peut-être vous retrouver au gouvernement. Alors il y a d'autres combats. Par exemple, on voit très peu de femmes noires dans les magazines. Je me souviens de la polémique avec le journal Elle. Qui félicitait les Noirs d'avoir compris la mode le jour où les Obama étaient entrés à la Maison Blanche. C'est un peu violent. Et en couverture de Elle, en fait justement, depuis cette polémique, il y a eu plus de Noirs en couverture de Elle, mais c'est encore très très rare de voir des femmes noires en une de magazines féminins aujourd'hui. Alors, vous posez des tas de questions.